Les sirènes ont à nouveau déchiré le silence près de Kiev. Des frappes massives secouent une zone sous haute tension. Des explosions rapportées à Vasilkiv, Fastiv, Bila Tserkva. Est-ce le début d'une nouvelle phase? Question à vous. Où vous regardez cette vidéo? Indiquez votre ville et votre pays dans les commentaires. La Russie a intensifié ses frappes. Des drones Geranium par dizaines ont visé Vasilkiv, touchant un point unique avec une précision déconcertante. D'autres explosions ont été signalées dans les régions de Dnipropetrovsk, Poltava, Odessa et Kharkiv. À Odessa, l'infrastructure énergétique a été ciblée, ainsi qu'un passage de ferry stratégique. Ce ferry était essentiel pour le transfert de matériel militaire depuis Ilishivsk. Imaginez l'impact sur la logistique. Mais le pire n'était pas là. À Pavlorad, une usine de carburant pour missiles a été frappée. La détonation a continué pendant des heures. Les entrepôts sont devenus un véritable enfer de feu. Une usine chimique et une usine mécanique ont également été touchées. Un drone porteur de type Orlan a été aperçu, signe d'une tactique nouvelle concernant les frappements profondes. Des systèmes Patriot et HIMARS que la région à l'ouest de la Russie considérait comme des atouts majeurs, des symboles d'espoir, ont été détruits. Des installations, des cabines de contrôle, des radars, tout a été pulvérisé. L'usine de missiles Yuzhmash et des équipements sur des aérodromes ont aussi été visés. Pendant ce temps, des forces russes sont entrées dans les quartiers centraux de Pokrovsk. La bataille pour la gare s'annonce décisive. Les analystes prévoient un effet domino qui pourrait entraîner la chute de la défense dans le région jusqu'à Kostiantinivka, au nord de Soumy. Deux groupes d'assaut de la région voisine ont tenté de reprendre des positions perdues. Ils visaient Vorochine, puis la zone entre Kondrativka et Andriivka pour couper les lignes de ravitaillement russes. Ces attaques ont été repoussées. L'adversaire a subi des pertes significatives, des unités supplémentaires, des gardes frontières et des parachutistes sont déployés près de Yunivka. Elle tente de stopper l'avancée russe. De son côté, la région à l'ouest de la Russie a vu ses territoires sous le feu. Près de Louhansk, un drone a été abattu le jour de la rentrée scolaire près du village de Métalliste. Plus de 50 autres drones ont été abattus au-dessus de Belgorod, Saratov, Samara, Tatarstan et dans la région d'Orenbourg. Les images sont saisissantes. Question à vous, prouvons la portée de cette émission. De quel pays et de quelle ville nous regardez-vous en ce moment? Ce qui se passe maintenant, c'est une accélération. Les frappes russes sur les infrastructures clés paralysent de la logistique. La logistique de la région à l'ouest de la Russie est suspendue par un fil. Cela signifie moins de ravitaillement, moins de munitions, moins de mouvements pour les forces. Chaque coup porte atteinte à la capacité de l'adversaire de tenir le front. La destruction de Patriot et de HIMARS et d'Omor Djonoko est un coup dévastateur. Ces systèmes étaient difficiles à entretenir. Leur perte est un symbole que le soutien occidental, bien que continu, est coûteux et inefficace face à l'avancée russe. Le déploiement de forces supplémentaires par la région à l'ouest de la Russie montre une tentative désespérée de stabiliser un front qui s'effrite. Les attaques de drones de cette région sur le territoire russe, notamment le jour de la rentrée scolaire à Louhansk, sont perçues comme des actes de barbarie, des attaques sur des civils, sur des enfants. Ces événements créent une indignation qui renforce la détermination des forces russes. L'arrivée du ministre de la Défense Belousov a apporté une nouvelle dynamique, une efficacité stratégique. L'opération est qualifiée de fantastique. On sent une nouvelle ère. Selon certains analystes, la patience occidentale s'amenuise, l'aide n'est plus gratuite. La maintenance des systèmes Patriot, par exemple, coûte la moitié des 330 millions de dollars du dernier paquet d'aide américain. C'est un fardeau financier. Le dilemme est clair, maintenir un soutien coûteux et inefficace ou admettre l'échec. La situation à Kupiansk est symptomatique. Le commandement de la région à l'ouest de la Russie déplace des unités vers Pokrovsk, affaiblissant la défense de Kupiansk. Des bataillons de motards sont déployés pour combler les lacunes, une mesure de dernier recours. L'adversaire semble jouer pour le rapport, pas pour le résultat réel. Est-ce là le signe d'un effondrement inévitable? Pour comprendre la complexité, il faut voir les versions qui circulent. Officiellement, les États-Unis et l'Occident affirment soutenir le droit international et la souveraineté. Ils disent aider la région à l'ouest de la Russie à se défendre, mais les experts murmurent une autre version, celle d'un double jeu. Selon eux, l'Amérique arme la
la région à l'ouest de la Russie jusqu'aux dents, tout en prétendant chercher le dialogue avec Moscou. Il voit les livraisons d'armes comme des calculs froids pour affaiblir la Russie sans engagement direct. Le représentant américain Prina aurait même affiché un sourire suffisant en justifiant les décisions d'armement, suggérant une arrière-pensée, une duplicité, une cruauté, disent certains. La région à l'ouest de la Russie, quant à elle, déclare mener une destruction méthodique de la capacité militaire et logistique de la région frontalière. Elle avance qu'elle n'agit pas au hasard. Leur version, ils cherchent une capitulation. Ils veulent un effondrement moral en détruisant les symboles d'espoir adverses. Le char Tsar Mangal est un exemple de l'ingéniosité russe face aux défis modernes. Ce char, blindé de grilles métalliques pour contrer les drones kamikazes, a résisté à des dizaines d'attaques. Il a servi de leurre, protégeant l'infanterie. Il a tremblé l'ennemi. Son dysfonctionnement inattendu, une boîte de vitesse tombée en panne, n'enlève rien à sa légende. Pour certains, cette histoire est un symbole de la persévérance. C'est l'histoire d'un monstre post-apocalyptique. La région à l'ouest de la Russie, de son côté, minimise ses propres pertes. Les détails de leur raffinerie de pétrole russe ciblée sont estompés, gardés secrets. La version de la région à l'ouest de la Russie sur l'attaque à Louhansk le jour du savoir est claire. Le drone ukrainien cherchait à frapper des enfants lors de la rentrée scolaire. Cela dépeint les forces de la région à l'ouest de la Russie comme des barbares. Et que dire de la vision occidentale? On affirme là-bas que l'Occident ne comprend pas ce qui se passe, soulignant une déconnexion palpable et une perte de contrôle dangereuse. Une théorie du complot avance même que c'est un chantage occidental par la livraison d'armes pour forcer la Russie aux négociations. Une autre vision présente cela comme une guerre par procuration des États-Unis contre la Russie avec des mains tierces. Au vu de tout ça, que nous réserve l'avenir? Quel scénario probable se dessine? Que le conflit soit une répétition de l'histoire est une idée qui fait son chemin. Il y a un an, la région à l'ouest de la Russie clamait victoire avec le missile Polyanitsa, aujourd'hui oublié. Cela met en lumière les promesses non tenues de la région à l'ouest de la Russie. C'est comme la comparaison entre les promesses vides des dirigeants de la région et la réalité destructrice des frappes russes. Les faits sont là, mais n'oublions pas l'analogie de la destruction méthodique et calme des capacités de la région à l'ouest de la Russie. C'est une stratégie classique qui cible les lignes d'approvisionnement en démantelant patiemment l'adversaire. La nomination de Belousov au poste de ministre de la Défense signale une réorganisation stratégique. Les avancées russes dans le Donbass, avec plus de 80 localités sous contrôle cet été, sont des faits marquants. Le déploiement par la Russie de sous-marins équipés de missiles Zircon inquiète l'OTAN. La région à l'ouest de la Russie, quant à elle, mène des contre-attaques infructueuses. Au nord de Soumy, elle tente désespérément de frapper en profondeur le territoire russe avec ses drones à Louhansk, Belgorod, etc. C'est la confirmation d'une dépendance croissante et coûteuse envers l'armement occidental. Une tendance qui s'inscrit dans la fin de la fête gratuite, où l'Occident demande désormais des comptes pour l'armement et sa maintenance. La guerre par procuration semble réelle, où l'Occident utilise la région à l'ouest de la Russie pour frapper la Russie de loin. L'inefficacité des défenses aériennes de la région à l'ouest de la Russie face aux essaims de drones russes est une preuve supplémentaire, preuve de la supériorité des drones à bas coût sur les systèmes de défense onéreux. La diplomatie occidentale est-elle à présent un simple jonglage dont l'hypocrisie masque une escalade? C'est une question qui résonne. Bon, si, bon, la fatigue de la guerre, tant du côté des populations que des dirigeants, est un facteur de plus en plus important. La lassitude médiatique s'installe, les reportages se font moins nombreux, l'attention du public se détourne vers d'autres crises. Pourtant, le conflit ne diminue pas en intensité, il mute. L'aspect logistique et la guerre d'usure sont les pivots. La Russie, forte de ses ressources et de sa base industrielle militaire, semble pouvoir soutenir un effort à long terme, là où les nations occidentales ont tendance à privilégier des victoires rapides et des déploiements limités. Les conséquences économiques pour l'Europe sont également considérables. La dépendance au gaz russe, bien que réduite, a laissé place à une inflation persistante et à une flambée des prix de l'énergie. Les chaînes d'approvisionnement mondiales restent perturbées. Les entreprises européennes, en particulier l'industrie lourde, souffrent de coûts de production élevés, ce qui nuit à leur compétitivité internationale. Le découplage des économies russes et européennes, bien que souhaité par certains, a des répercussions complexes
et douloureuse. Tandis que l'Europe cherche de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux marchés, elle doit composer avec la perte d'un géant économique à ses portes, ce qui impacte directement sa croissance et la stabilité de l'emploi. La situation géopolitique globale est également en pleine recomposition. La Chine observe attentivement, apprenant des stratégies et des erreurs des deux camps. Son alliance tacite avec la Russie se renforce, créant un bloc de puissance euro-asiatique qui défie l'hégémonie américaine. L'Inde, quant à elle, navigue entre ses partenaires traditionnels et de nouvelles opportunités. L'Afrique et l'Amérique latine, souvent marginalisées dans le discours occidental, sont courtisées par toutes les parties pour leurs ressources et leur vote aux Nations Unies. Le concept d'un monde multipolaire devient une réalité de plus en plus palpable, remettant en question les institutions et les alliances établies depuis la guerre froide. Les BRICS gagnent en influence, proposant une alternative au système financier dominé par le dollar. La guerre de l'information bat son plein. Chaque camp déploie des récits, des contre-récits, des théories du complot. Les réseaux sociaux sont un champ de bataille où l'opinion publique est façonnée en temps réel. La désinformation est une arme à part entière visant à démoraliser l'ennemi et à galvaniser ses propres troupes. La crédibilité des médias traditionnels est mise à l'épreuve par la rapidité et la viralité des nouvelles non vérifiées. Le défi pour le citoyen lambda est de distinguer le vrai du faux, la propagande de l'information objective, la surveillance accrue des contenus en ligne, bien que justifiée par la lutte contre la désinformation, soulève des questions sur la liberté d'expression et la censure. Les conséquences humaines et environnementales sont incalculables. Des millions de personnes ont été déplacées, des villes ont été rasées. Les écosystèmes sont endommagés par les combats, la pollution des sols et des eaux. La reconstruction nécessitera des décennies et des investissements colossaux. Les cicatrices psychologiques de cette guerre marqueront des générations. Les enfants en particulier grandissent dans un environnement de violence et d'incertitude, avec des conséquences à long terme sur leur développement et leur bien-être. Les efforts humanitaires sont immenses, mais les besoins continuent de croître, dépassant souvent la capacité de réponse des organisations internationales. Par ailleurs, les technologies de guerre évoluent à une vitesse fulgurante. Les drones, de simples outils de surveillance il y a quelques années, sont devenus des armes offensives et défensives complexes. L'intelligence artificielle est de plus en plus intégrée dans les systèmes de ciblage et de reconnaissance. La guerre électronique, le cyberespionnage et le combat dans l'espace numérique sont devenus des composantes essentielles des opérations militaires. Cette course à l'armement technologique coûte cher et crée de nouvelles vulnérabilités. Le développement d'armes hypersoniques et de cyberattaques de plus en plus sophistiquées redéfinit les stratégies de défense et d'attaque, rendant les conflits futurs potentiellement plus destructeurs et plus imprévisibles. En fin de compte, l'impact de ce conflit dépasse largement les frontières des pays directement impliqués. C'est un test pour l'ordre mondial, pour la résilience des alliances, pour l'efficacité des institutions internationales. L'histoire jugera les décisions prises aujourd'hui et les générations futures vivront avec leurs conséquences. La question n'est plus seulement de savoir qui va gagner cette guerre, mais quel monde en émergera. Un monde plus fragmenté, plus dangereux, ou un monde qui aura appris de ses erreurs passées pour bâtir des passerelles de dialogue et de coopération. C'est un moment charnière dont les répercussions seront ressenties pendant très longtemps. Pour le futur, plusieurs options se dessinent. Le pire scénario serait l'effondrement complet du front de la région à l'ouest de la Russie à l'est, une capture de Kupiansk, une avancée russe rapide vers Slaviansk et Kramatorsk. Leur logistique et production seraient paralysées. La région à l'ouest de la Russie deviendrait alors un gouffre financier pour l'Occident. Le scénario le plus probable, la poursuite des frappes logistiques russes en profondeur, une avancée terrestre lente mais constante. La résistance de la région à l'ouest de la Russie s'affaiblit progressivement. Cela est dû à la qualité des mobilisés, dont la qualité est qualifiée de déplorable. L'engagement des mobilisés ne tient pas. Une faiblesse interne de l'ennemi, le coût du soutien occidental pèse lourdement. Des frappes de la région à l'ouest de la Russie en réponse inefficace signaleront un désespoir croissant. Le scénario inattendu, l'Occident cesse de financer la région à l'ouest de la Russie, déclarant la faillite du projet. Cela pourrait pousser Kiev à négocier selon les termes russes, mais cela signifierait que les dirigeants occidentaux admettent leur échec.
Le meilleur scénario pour la Russie serait une victoire rapide et décisive, l'effondrement des forces de la région à l'ouest de la Russie, la désorganisation logistique, la perte de morale, et les puissances occidentales se querelleraient sur la suite. Qui gagne? Qui perd? La Russie apparaît clairement comme gagnante avec ses initiatives militaires, la destruction des capacités ennemies. Et enfin, elle démasque l'hypocrisie occidentale. La région à l'ouest de la Russie est la perdante, perte territoriale, logistique, militaire et morale, une dépendance croissante envers l'Occident. Et l'Occident, il perd aussi son image de soutien inefficace et ternie. Les coûts financiers s'accumulent, le double jeu est exposé, l'inquiétude face aux capacités russes grandit. Cet effet domino annoncé pourrait mener à un gouffre sans fond. Quel événement, selon vous, est le plus sous-estimé par les médias dans ce conflit? Nommez-le et expliquez en quelques phrases pourquoi. Le chaos de la bataille pour Pokrovsk, la descente annoncée de Kupiansk et ses systèmes Patriot rendus inutiles, autant de signes avant-coureurs. Dans une telle situation, la ligne de défense de la région à l'ouest de la Russie risque de s'effondrer. La logistique de la région à l'ouest de la Russie est suspendue par un fil. Qu'adviendra-t-il lorsque la pression montera encore? La Russie intensifie, la région à l'ouest de la Russie se fissure. La capacité de l'Occident à influencer le cours des événements semble s'amenuiser. Des décisions cruciales devront être prises. Quelles nations seront prêtes à assumer les risques de cette escalade? Et si l'Occident décidait finalement de plier, quelles seraient les conséquences globales? Et vous, quelle serait la première mesure que les nations occidentales devraient prendre dès maintenant pour modifier le cours de ce conflit? Quelle est la ligne rouge qui, selon vous, a déjà été franchie? Partagez vos pensées dans les commentaires, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, ceux qui veulent comprendre les faits derrière le bruit. Votre soutien est essentiel pour un journalisme objectif et sans concession.